Marion Maréchal Le Pen est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tiens, je vais commencer avec Notre-Dame-des-Landes. Oui. 55% des citoyens de Loire-Atlantique ont voté pour la construction de ce nouvel aéroport. Il faut le construire maintenant, non? Oui, malheureusement. Contre, Malheureusement, parce qu'en fait, en l'occurrence, c'est l'ensemble des Français qui vont voter, qui vont payer, pour cet aéroport. Oui. Et c'est eux qui vont perdre, c'est l'ensemble des Français qui vont perdre 2 zones d'intérêt écologique qui vont être entièrement détruites par cet aéroport, qui, selon notre point de vue, est inutile, onéreux et non financé en l'état actuel. Donc malheureusement, oui, même si ce n'était qu'un avis Maintenant, il consultatif. faut construire. De toute façon, oui, maintenant c'est lancé, il y a eu le vote. Je vais vous dire, de toute façon, même s'ils avaient voté non, je ne crois pas qu'ils auraient pu revenir dessus, puisque les accords et les conventions et les contrats étaient déjà lancés maintenant depuis des années. Donc c'était, à mon avis, plutôt un élément de communication véritablement qu'une volonté d'y revenir. L'Europe protège encore ceux qui sont opposés à l'aéroport, vous savez. Hein, oui, j'ai vu ça. Mais au niveau européen. Mais c'est vrai. Donc elle est utile. Il y avait de vraies raisons. Je veux dire, on a déjà perdu 2/3 de nos zones humides. C'est quand même des zones humides qui vont encore disparaître. Je vous dis, pour une raison qui n'est pas véritablement avérée, en l'occurrence, puisqu'il aurait mieux valu moderniser l'actuel aéroport de Nantes. Le vote du Royaume-Uni, des citoyens du Royaume-Uni, est-ce la fin de l'Union européenne pour vous? C'est en tout cas un gros coup dur et je l'espère peut-être une réponse en cascade. Vous espérez la fin de l'Union européenne? Je souhaite la fin de l'Union européenne pour la construction d'une Europe différente, d'une Europe des nations, de la coopération, d'une Europe de la souveraineté. Et c'est vrai que moi je suis... Attendez, une Europe de la souveraineté? Oui, de la souveraineté. C'est-à-dire C'est-à-dire une Europe où l'on ne se départit pas de sa souveraineté au niveau national au profit de technocrates hors sol de Bruxelles pour pouvoir décider en fonction de ses intérêts, ce qui n'empêche en rien d'ailleurs la coopération, de mettre en place des accords bilatéraux comme le fait par exemple la Norvège, l'Islande ou la Suisse. Oui, qui contribuent au budget européen, sont dans l'Europe sans y être. Je vous dis, ça n'empêche absolument pas de porter des grands projets, d'avoir même, pourquoi pas, un budget européen, contribuer à un budget européen, on est bien d'accord. Des accords de libre-échange, pourquoi pas, en fonction des domaines qui peuvent nous paraître intéressants, tout en protégeant nos frontières sur les secteurs où il y a une concurrence déloyale et où il apparaît judicieux de défendre notre industrie, par exemple. Notre Europe, quoi. Je veux une Europe radicalement différente de celle-là, en tout cas qui ne ressemble pas. Une Europe, vous êtes européenne. On ne peut pas être contre ou pour l'Europe pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une civilisation. Je peux vous dire que je suis pour la fin de la civilisation à laquelle on a pas. Européenne, dites-le-moi. Non mais je suis. Assumez-le. Parce que je connais la connotation qu'il y a derrière ce terme. Oublions les connotations, Marion. Non mais la connotation aujourd'hui, c'est que la réalité, c'est que l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est une civilisation à laquelle nous appartenons évidemment. Moi, je suis européenne de civilisation. Je suis française de nationalité, et ce n'est pas pour autant que je défends cette espèce de monstre froid qui, selon moi d'ailleurs, sape ce qui constitue proprement l'identité européenne. Bruxelles, les excès, la bureaucratie, etc. Oui, mais Marion Maréchal Le Pen, très bien. Donc vous êtes pour une Europe. Non mais je suis pas pour l'abolissement de ma civilisation. Ça m'intéresse. Non mais bien sûr, mais moi je suis, parce que je crois que nous partageons quand même un certain nombre de choses en commun et je crois que nous avons beaucoup à faire ensemble. Et je suis un peu scandalisée, pardonnez-moi, par la façon dont est traité aujourd'hui le vote des Anglais. Il y a une indécence absolument terrible. 17,5 millions de personnes ont voté pour la sortie. C'est 1 million de plus, même 1,2 million de plus que pour le maintien. Et je vois qu'en France, on s'évertue à tenter de délégitimer ce vote, d'expliquer... Pourquoi l'ensemble de la presse française? Parce qu'en l'occurrence, manifestement, lorsque ça vote mal, le vote n'est pas légitime. Vous l'avez bien vu, Monsieur Bourdin. Mais partout. Alors on explique. On explique que la Grande-Bretagne sorte au plus vite. On explique. Non, mais attendez. Moi, j'ai encore entendu sur votre antenne ce matin expliquer qu'on avait le sentiment que les Anglais regrettaient, puisque en France, on n'interviewe que les gens qui sont contre ou qui semble-t-il regrettent. On explique que ce sont finalement les personnes âgées qui ont voté, donc c'est quand même moins légitime que si c'était les votes, à savoir. C'est comme si on en est presque à dire que finalement, il faudrait interdire le droit de vote à Alain Juppé dans ces circonstances. Et on fait monter en puissance, pardonnez-moi. Ça, c'est une réalité, une espèce de pétition complètement bidon pour revoter. C'est bien ce qu'on a dit, qu'elle était bidon. Mais alors, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque hier, j'ai rentré le nom de Napoléon Bonaparte en France et ça a été accepté. Mais c'est bien ce qu'on a dit, Marion Maréchal. Vous, peut-être, Monsieur Bourdin, mais l'ensemble de la presse française, quand même, est d'une relative mauvaise foi quant à cette pétition. Aujourd'hui, que demande François Hollande le premier? Plus d'Europe. Une sortie très rapide. Plus d'Europe. Attendez. Plus d'Union européenne. Une sortie très rapide du Royaume-Uni. Il a raison.
Oui, parce que je pense qu'eux, ils veulent faire la stratégie du chaos. C'est ce qu'on dit d'ailleurs un certain nombre. Ils veulent les mettre en difficulté au maximum, mais il ne faut pas rêver, ça va se faire en 3 semaines. Je crois qu'il y a 83 000 textes qui lient l'Union européenne à l'Angleterre et le délai des traités prévoit jusqu'à 2 ans. Donc c'est un processus qui va prendre du temps parce qu'il est évident. 2 ans ou 3 ans. Oui, mais a priori 2 ans, pour la simple et bonne raison que nous n'allons pas rompre toute relation. C'est ce que dit Marine Le Pen, qui dit qu'en 6 mois, ça peut être réglé. Marine Le Pen dit qu'en 6 mois, nous aurons organisé un référendum. Mais évidemment que le but... je suis un peu mieux renseigné, vous que je pense, Monsieur Bourdin. Je connais bien le programme du Front National. Je crois légèrement. Rassurez-vous. Et en l'occurrence, c'est vrai que le but n'est pas de rompre toute relation avec les Anglais. Le but est de continuer à avoir des accords de coopération. Et tout cela, évidemment, ça prend du temps. Mais j'ai vu aussi Nigel Farage reconnaître déjà que des mensonges ont été avancés pendant la campagne. Vous avez alors là, pareil, un traitement... va aller à la santé des Britanniques. Non, mais avait-il promis un traitement médiatique d'une mauvaise foi absolue, puisque j'ai réécouté, figurez-vous, son interview ce matin, où il dit « Je ne peux pas vous garantir cela pour la simple et bonne raison que je n'ai pas été de ceux qui l'avaient défendu ». Mais que cette proposition avait été défendue par d'autres personnes qui défendaient en l'occurrence le Brexit. Mais il a rappelé à juste titre quand même que les 10 milliards qui seront économisés par an par l'Angleterre, puisqu'elle ne versera plus cela à l'Union européenne, sera utilisé à bon escient au profit exclusif des Anglais. Voilà. La Grande-Bretagne, vous êtes le TAFTA, c'est l'occasion ou jamais de rompre ces négociations, vous êtes d'accord ? Mais indépendamment de toute façon de la question du Brexit. C'est l'occasion jamais. Alors que c'est un traité qui va nous mettre en concurrence frontale avec la super industrie agroalimentaire américaine, qu'ils veulent remettre en cause nos AOP, nos AOC, qu'ils veulent importer des OGM, le bœuf aux hormones, le poulet lavé au chlore, enfin tout ce que l'on combat sur le plan agricole et environnemental. La Grande-Bretagne va se retrouver un peu seule sur les marchés et notamment commercera moins facilement avec l'Union européenne. Vous êtes bien d'accord, évidemment. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas du tout à cela. Déjà parce qu'on oublie une chose, c'est que les Anglais ont quand même le Commonwealth, donc ils sont rien de isolés, ils ont 4% de croissance, ils ont la plus grosse place financière d'Europe. Avec la Chine. Mais attendez, excusez-moi, l'Union européenne passe son temps à voter des traités de libre-échange avec le monde entier. Le dernier en date avec le Canada. Vous allez donc m'expliquer que demain, on va se refuser... Que les produits en Grande-Bretagne venus de Chine, d'Inde ou des États-Unis seront moins chers. Non, mais de refuser demain d'avoir des traités de commerce avec l'Angleterre, c'est absolument stupide. Quoique, quand je vois les menaces qui ont été proférées, que ce soit par Madame Merkel ou par Monsieur Juncker, c'est vrai qu'il pourrait être capable, en effet, de mettre en place des mesures de rétorsion simplement pour dissuader les peuples de pouvoir s'exprimer. Mais ce serait là le vrai visage de l'Union européenne, le masque qui tombe. Et je pense qu'au contraire, ça aggraverait encore la situation. Alors, un référendum en France... Vous réclamez un référendum, mais il y a une élection présidentielle qui sera un référendum, en quelque sorte, non, pour vous ? Non, on ne confond pas les institutions, sinon les deux choses n'existeraient pas. Oui, ce sera un argument. Oui, mais ce sera un argument clair dans la campagne de Marine Le Pen. Évidemment, et d'ailleurs, j'attends avec impatience de voir quels sont notamment les candidats des Républicains qui vont se positionner pour un référendum. Parce qu'en l'état actuel, personne ne le fait. Moi, j'ai même vu Nicolas Sarkozy. Bruno Le Maire, me semble-t-il, ou Nicolas Sarkozy. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est quand même très amusant, puisqu'il a dit qu'il fallait respecter le vote des Anglais. Lui-même, qu'il y a 11 ans, avait violé, trahi le vote contre la Constitution européenne, en imposant par voie de congrès le traité de Lisbonne, qui était le même texte. Donc, c'est vrai que je ne suis pas particulièrement confiante à l'égard de cet homme pour organiser et respecter surtout ce référendum. Une différence, quand même, entre la Grande-Bretagne et la France, le Royaume-Uni et la France, c'est que la France à l'euro. La France est dans Schengen. La France est un pays fondateur de l'Union européenne. Ce qui nous fait encore plus de raisons de sortir de l'Union européenne. Davantage de raisons que la France quitte l'euro, abandonne l'euro. Mais je crois, et d'ailleurs l'Angleterre en est la démonstration, que c'est une monnaie unique qui plombe notre économie. Donc vous dites oui. Vous avez changé un peu là, non ? Je n'ai jamais changé sur la question de l'euro. J'ai simplement précisé que je tenais à dire aux Français que l'euro n'était pas l'alpha et l'oméga de nos difficultés économiques. Mais bon, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Pourquoi quitter l'euro alors ? Parce que c'est l'une des difficultés, et non des moindres, une difficulté majeure. Il suffit pour s'en convaincre de regarder d'ailleurs les pays au sein de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro et qui, eux, ont des croissances beaucoup plus importantes. La zone euro, c'est la zone de croissance la plus faible du monde. C'est un échec sur tous les plans, et donc ça nous donne une raison supplémentaire encore de vouloir sortir de ce carcan. Oui, mais quelle Europe vous nous proposez ? Alors allez-y avec votre Europe des nations. Votre Europe, quoi ? C'est une Europe... C'est quelle Europe que vous nous proposez ? C'est une Europe, c'est simple, c'est une Europe qui retrouve donc les souverainetés nationales, c'est-à-dire que nous retrouvons notre capacité d'action et de décision dans l'ensemble des domaines qui touchent au régalien, que ce soit le budget, que ce soit l'immigration, que ce soit la sécurité, que ce soit le commerce extérieur, que ce soit la diplomatie, qui sont aujourd'hui maintenant des compétences soit transférées exclusivement à l'Union européenne, soit en compétences partagées avec eux, qui fait que nous avons maintenant les mains liées, et qui nous permettent demain donc de décider en fonction de nos intérêts.
si nous souhaitons que telle personne entre ou non sur le territoire. Chaque pays va décider en fonction de ses intérêts. Chaque pays de cette Europe des nations. Oui, excusez-moi, moi en tant que femme politique française... Il n'y a pas d'intérêt commun au niveau européen? Si, il y en a. Mais ils pourront être mis en œuvre. La sécurité, des grands projets, la lutte contre le terrorisme, ça peut évidemment être un intérêt commun. Il y a eu des grands projets. C'est un intérêt commun. Ariane, par exemple, ça a été un grand projet porté par l'Union européenne, porté par des nations souveraines, et en l'occurrence, c'est des choses que l'on peut réitérer. Mais nous avons plein d'intérêts communs, lesquels? Je viens de vous en donner. Il y en a d'autres. Les grands projets, par exemple, dans l'aérospatiale, évidemment, ça demande le terrorisme, des cofinancements. Bien sûr, la lutte contre le terrorisme, je viens de vous le citer, il n'y a pas de débat là-dessus, si vous voulez, mais cela peut parfaitement se faire. Ce que je ne comprends et surtout, pas, ce qui est drôle, mais Monsieur Bourdin, ce qui est amusant, c'est que vous me donnez ces exemples-là, alors même que ce sont les exemples typiques de l'échec de l'Union européenne. C'est-à-dire que ce soit en matière migratoire, en matière de géopolitique, de diplomatie extérieure, de lutte contre le terrorisme, sur tous ces domaines, précisément, l'Union européenne échoue de façon absolument dramatique, et c'est pour cette raison qu'elle est remise en cause. Donc, vous ne pouvez pas me saisir cet exemple-là pour me dire il faut plus d'Europe. C'est ça qui est amusant. Je vous demande quels sont nos intérêts communs. Et tout, je vais vous dire, moi, ce qui me fait peur quand j'entends aujourd'hui François Hollande, c'est alors même qu'on a ce vote historique qui critique précisément le fonctionnement de l'Union européenne, quelle est la réponse du président de la République? C'est de dire il faut plus d'Union européenne. C'est exactement comme l'URSS. À l'époque, on avait dit si l'URSS n'a pas marché, le communisme n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. L'Union européenne, c'est pareil. L'Union européenne ne fonctionne pas, il faut plus d'Union européenne. Donc demain, il faut transférer les ministères des Finances à Bruxelles. Il faut davantage d'intégration. Il faut mettre en place le fédéralisme européen. Enfin, des choses complètement à l'inverse des aspirations des peuples. Oui, il y a trop d'immigrants en Allemagne? Il y a trop d'immigrés en Allemagne, manifestement, oui. Manifestement, quand on accueille en un an 1% de la population allemande, on en voit les conséquences. C'est ce qui menace l'Europe, cette immigration? C'est une des menaces. Parce que ça a été l'une des raisons du vote. Ça a été l'une des raisons majeures et légitimes. C'est une menace fondamentale. Et j'ai envie de vous dire que non seulement l'Union européenne est incapable d'organiser, de financer ses frontières extérieures, mais elle n'en a pas l'envie. Quand on regarde les déclarations de M. Juncker, notamment président de la Commission, il faut plus d'Europe, lui, il veut... non ? Mais non, mais ce sont des gens qui veulent plus d'immigration. Ils l'ont dit, ils l'ont affirmé. Il dit qu'il faut accueillir davantage, il faut mettre en place les quotas. Donc ça n'est même pas une question, si vous voulez, de capacité, c'est une question de volonté politique en réalité. La loi travail. Oui. Alors dites-moi, cette loi travail. Oui, encore elle. Toujours. Vous allez défiler demain? Non. Vous êtes contre? Non, vous n'iriez pas défiler? Non, je défile pas, mais parce qu'après vous iriez défiler, manifester? Non, mais je partage pas forcément les arguments qui sont avancés par ceux qui défilent. Je peux partager l'objectif, à savoir le retrait d'une loi que je considère comme inutile, voire même néfaste, puisque à mon sens, elle va complexifier Vous êtes même favorable encore à la suppression du compte pénibilité, le quotidien des TPE-PME. Oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas abouti. Qui est éminemment complexe à mettre en œuvre pour les TPE-PME, alors même qu'on avait vendu de cette loi comme plus de liberté, est-ce que vous avez déposé un amendement dans ce sens? J'ai déposé un amendement en première lecture, en effet. Je sais que ça n'a pas fait plaisir à Marine Le Pen. Évidemment. Non, mais alors, attendez, moi j'assume parfaitement ces amendements, je les ai déposés en bonne connaissance de cause. Néanmoins, nous avons fait une réunion de travail suite à cela, et Marine Le Pen, en effet, a souhaité que nous ne déposions pas d'amendement, non pas tant pour des raisons de fond, mais parce que, comme elle souhaitait le retrait... C'est pas ce qu'on entend dans la bouche de Florian Philippot. Comme elle souhaitait le retrait de la loi, par souci de cohérence, le fait d'amender ne pouvait ne pas être particulièrement clair. Mais moi, je vous rassure, j'assume parfaitement ces amendements, je les soutiens. Je considère qu'aujourd'hui... Mais vous les assumez, et Florian Philippot assume une ligne totalement différente. Moi, j'ai pas entendu Florian Philippot dire ça. Mais moi, je l'ai entendu. Mais en l'occurrence, je considère que c'est vrai que les effets de seuil aujourd'hui posent des difficultés majeures. C'est vrai que la représentation syndicale aujourd'hui, malheureusement, n'est pas légitime, puisqu'elle n'est pas véritablement représentative précisément des salariés. Vous supprimez le compte pénibilité pour les salariés. Non, mais la question, c'est de mettre un système qui est mieux adapté, parce que celui-ci est éminemment complexe et surtout, je vous le dis, va poser des difficultés majeures d'application. Et l'article 2, qu'en pensez-vous? Je pense qu'en fait, c'est le traitement c'est un symptôme d'un mal bien plus profond, qui est celui de la représentativité des syndicats, précisément. Non, mais l'article 2, comme les syndicats ne sont pas représentatifs, on tente, par un système qui, à mon avis, est inefficace d'ailleurs, de les contourner via ces accords d'entreprise, alors même que le traitement, a priori, le plus efficace, ce serait Vous êtes pour les accords de branche? Non, je suis pour les accords de branche, exactement, et non pas des accords d'entreprise, bien sûr. Qui permettraient d'ailleurs de... Comme la CGT, comme Force ouvrière, mais très bien. Mais quel est le problème? Donc parce que la CGT dit quelque chose, il faudrait peut-être penser précisément l'inverse. Ça m'empêche pas. Je vous dis même combat. Non, mais d'accord, mais ça m'empêche pas d'être éminemment critique sur les méthodes et sur le fait qu'ils soient légitimes. Je
vous dis juste que l'intérêt des accords de branche, c'est qu'ils bénéficient à l'ensemble de la branche précisément. Donc aussi aux TPE, PME, alors que les accords d'entreprise ne vont bénéficier qu'aux grands groupes, puisqu'il faut précisément avoir une représentation syndicale pour pouvoir en tirer un bénéfice. Bien, quel est l'adversaire préféré de Marine Le Pen au second tour, si elle est au second tour de la présidentielle? Non, je vous dis ça comme ça parce que... Je pense... oui, elle a que... dit qu'elle souhaitait être face à Alain Juppé. Je crois qu'elle considère, à juste titre d'ailleurs, qu'ils sont tous à mettre dans le même panier, pour des raisons de convergence idéologique, aujourd'hui, qui ne font plus de débat. Mais Alain Juppé a le mérite, on va dire, d'avoir une ligne claire. C'est-à-dire qu'il a dit, si j'arrive au pouvoir, je ferai un gouvernement d'union avec la gauche, je mettrai en place plus d'union européenne, je suis pour l'identité heureuse, le multiculturalisme, le vivre ensemble, enfin autant de slogans qui malheureusement ne se concrétisent pas dans la vie quotidienne des Français. Et donc on a un adversaire qui est bien identifié, alors que Nicolas Sarkozy, lui, va continuer une fois de plus à se faire le chantre de la défense de l'identité, voire même de la souveraineté, alors qu'on sait précisément que intimement il ne pense pas cela. Est-il vrai que vous avez été traité de sauvage et de barbare ? Oui, à plusieurs reprises. C'est vrai ou pas? Mais bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Par Christian Estrosi au Conseil régional, nous avons même... Vous avez multiplié les incidents. Oui, ça c'est non, en fait, nous avons réagi d'ailleurs de façon tout à fait mesurée. C'est pas le débat, puisque l'une des élus des Républicains expliquait qu'elle ne croyait pas en l'existence de l'islamisme et qu'il n'y avait que le terrorisme. Ce qui, en l'état actuel des événements, paraît un peu surprenant. Et Monsieur Estrosi avait poussé le vice jusqu'à expliquer que nous avions financé la mosquée de Fréjus, alors que le permis de construire avait été accordé précisément par un UMP, en violation de la loi d'ailleurs, avant que nous arrivions aux affaires. Alors j'ai demandé la parole pour pouvoir répondre à cette diffamation. Et puis là, il a commencé à faire un parallèle scandaleux entre nous et les islamistes, expliquant que nous étions plus ou moins la même chose. Et j'ai donc quitté l'hémicycle suite à cela, et suite aussi aux insultes d'une élue qui, excusez-moi, nous a expliqué qu'il fallait que nous fermions nos gueules parce que nous étions des fachos. Vous n'êtes pas facho? Non, vous n'êtes pas facho? Facho, oui. C'est quoi le fascisme d'ailleurs pour vous? C'est une idéologie autoritaire, anti-parlementariste. Et sur ces critères-là, d'ailleurs, nous n'y répondons objectivement pas. Donc je vais vous dire non, je ne suis pas facho. Je crois que c'est surtout la paresse intellectuelle et puis la politique à travers la morale qui permet de ne pas aller sur le fond, de surfer sur les peurs et ainsi de ne pas avoir à se justifier de son bilan. C'est tellement plus facile. Marion Maréchal Le Pen, j'ai une dernière question. François Hollande annonce que la France n'augmentera pas la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Vous approuvez ? Je n'ai pas regardé en détail ces déclarations, mais si vous voulez, en l'état actuel des finances de la France, je vous rappelle quand même 2000 milliards d'euros de dettes, peut-être cette position se justifie-t-elle? Oui. Ces nouvelles infections qui vont repartir à la hausse si on ne fait rien, si les contributions n'augmentent pas. C'est ce que dit l'ONU et le secrétaire général de l'ONU. 2/3 des Français qui se privent de soins pour des raisons financières parce qu'ils ne peuvent pas payer ces soins. Donc oui, en l'état actuel, peut-être faudrait-il commencer à se soucier de cela, en effet. Merci Marion Maréchal Le Pen, il est 8h55.